Soudure, par Quentin Clément. Chapitre 4. La vie de guerrier. Sur les hauteurs de la ville, dans le cloître des guerriers, les hommes applaudissaient et acclamaient leurs nouveaux frères d'armes qui rejoignaient ces quartiers. Plus de chambres miteuses, plus de faim et plus de solitude. À partir d'aujourd'hui, il était un guerrier de soudure et jouirait des privilèges dus à son rang. Harold fit signe à la foule qui se tut pour l'écouter. « Mes amis, je vous présente votre frère Morgan, poing serré. Sur mon ordre, il est l'un des vôtres. Faites-lui un accueil chaleureux. » Plusieurs hommes vinrent à Morgan le saluer, lui taper amicalement l'épaule ou le dos, souriant, sympathique. C'était inhabituel, surtout à soudure. Lorsque ce défilé fut fini, Harold se plaça devant lui. « Viens avec moi. » Suivi par la nouvelle recrue, le fils de Sergueï avança vers le mur de tôle soudé et de bois cloué grossièrement qui séparait le monde commun de celui des guerriers. Ensemble, ils montèrent en haut de la muraille. De là, haut perché sur le flanc de la montagne, Morgan voyait toute la ville et ses lumières vacillantes défiant la nuit. Ils restèrent ainsi un moment, observant de loin le spectacle des habitants qui rentraient chez eux. Calme, mais pas sans danger, la ville avait l'allure d'un poème. « Tu sais ce que ça veut dire d'être un guerrier ?» demanda Harold, brisant le silence sans regarder son interlocuteur. « Que je dois me battre pour toi ?» répondit Morgan. L'autre ricana. « Tu vois ces gens là en bas. Nous vivons au-dessus d'eux. C'est ici que tu habites maintenant, tu n'es plus des leurs. » Il se tourna vers Morgan et le regarda dans les yeux. « Certaines personnes naissent pour se battre, d'autres pour être battues. Aujourd'hui, tout le monde sait dans quelle catégorie tu es. Mais les autres, les faibles qui attendent sagement que la vie passe sans prendre de risques, sans le courage de verser leur sang. Pourquoi ceux-là seraient-ils les égaux des gens comme nous, qui risquons nos vies sans baisser les yeux? Ils acceptent leur sort et se soumettent aux règles que des gars comme moi imposent sans se rebeller, c'est leur nature. Ils n'imaginent même pas que leur vie pourrait être différente tant ils se complaisent dans la soumission. Et rien que pour ça, ils ne méritent pas mieux. Tu leur es supérieur, tu comprends ça? » Morgan n'était pas convaincu par ce discours, et Harold le voyait bien. « Tu verras, mon ami, tu es dans une famille. Les guerriers sont soudés comme les tôles qui protègent la ville. Ils se protègent les uns les autres. Dans quelque temps, tu comprendras mes paroles. Ma sœur Regan, celle qui a ordonné ton exécution, voit les choses différemment. Pour elle, tout le monde devrait être sur un pied d'égalité. Tu as tué plusieurs personnes depuis ton arrivée ici. Je pense que s'ils se sont laissés mourir, alors ils le méritaient. Regan pense que toi tu mérites de mourir parce que c'est toi qui as gagné. » « Pour cette fois au moins, je suis plutôt de votre avis, » répondit Morgan. L'autre se mit à rire et tapa amicalement l'épaule de poing serré. « Appelle-moi Harold. Je te l'ai dit, nous sommes tous frères d'armes. Si tu as quelque chose à dire, parle sans détour. » Morgan hésita une seconde. Il n'oubliait pas pourquoi il était là. Soudure, la vie et les privilèges d'un guerrier. Tout ça, il n'en avait rien à foutre. La seule chose qui importait pour lui, c'était de trouver Karl. « J'aimerais intégrer les pillards, avoua-t-il finalement. Harold éclata d'un rire sonore. Rien de sympathique cette fois, c'était clairement une moquerie. « Tu veux devenir pillard? C'est un immense honneur que tu n'as pas mérité. Seuls les plus coriaces peuvent y prétendre. Mais ne t'inquiète pas, tu auras ton lot d'action. Je sais que tu as vécu longtemps seul dans les terres désolées, tu seras un atout pour les patrouilleurs. Un groupe doit partir d'ici quelques jours, tu iras avec eux récupérer notre part de récolte des fermes des environs. Montre-moi à quel point tu es impitoyable et un jour, peut-être que je t'intégrerai au pillard. En attendant, viens avec moi, je vais te montrer comment les guerriers font la fête. » Rogers descendit l'escalier qui les avait menés en haut de la muraille. Morgan allait lui emboîter le pas quand il aperçut Lucas, le blond qui accompagnait toujours Regan, qui les observait en faisant mine de monter la garde. « Vas-y sans moi, » lança Morgan à l'attention d'Harold. « Je vais rester ici, profiter de la vue et réfléchir à ce que tu m'as dit. »« N'attends pas trop, » répondit le chef des guerriers. « J'ai fait venir quelques putes, mais je connais les gars et crois-moi, dans quelques minutes, les meilleurs seront déjà disponibles. » Ensuite, Harold continua sa route. Lorsqu'il fut suffisamment éloigné, Lucas vint à la rencontre de poing serré. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il en observant le visage tuméfié de Morgan. « Ça va, mais pas grâce à ta maîtresse, » reprocha le blessé. « Détrompe-toi, j'avais payé Marc pour qu'il drogue tes adversaires. Regan a tout fait pour que tu gagnes ce combat. Maintenant tu es dans la place. Harold va tout faire pour te rapprocher de lui, car plus tu seras important, plus ça mettra sa sœur en colère. En tout cas, c'est ce qu'il pense. » C'était ça le plan? Faire croire qu'elle voulait ma mort en espérant que son frère m'intègre pour l'emmerder? C'était risqué comme manœuvre. Regan est plus redoutable que tu ne le penses, et Harold bien moins intelligent.
Morgan observa pensivement le chef des guerriers qui entrait dans une salle des fêtes en hurlant qu'on lui apporte une bière et un petit cul. « Je le trouve pas intelligent, répondit-il. Pour la première fois, il vit Lucas sourire. Alors disons plutôt qu'il est moins intelligent que ce qu'il croit, lui. Morgan hocha la tête. J'en dirai autant de Regan, son plan a foiré. Harold ne veut pas que je rejoigne les pillards, car elle est toujours hors de portée. Je suis là où elle veut, mais pas là où moi j'ai envie d'être. Patience, point serré. C'était évident que ça ne se ferait pas en un jour. Dis-toi que si elle a réussi à faire de toi un guerrier, elle parviendra à faire de toi un pillard. Et au pire, si tu œuvres avec nous à la chute d'Harold, elle t'offrira Karl sur un plateau à la mort de Sergeil. Morgan lança un regard agressif au blond qui le soutenait. Si Regan ne tient pas parole, c'est sa tête à elle que j'offrirai à Harold. Morgan se réveillait péniblement. Il était seul dans son lit. Un mal de crâne horrible lui martelait le cerveau et une sensation nauséeuse lui faisait regretter les abus de la veille. Il posa une main sur son front, comme si ce geste allait pouvoir atténuer la douleur. Il essuya ce qu'il pensait être de la sueur et vit ses doigts marqués de sang frais. S'était-il battu? Non, ses souvenirs de la soirée étaient embrumés, mais il se serait souvenu d'une bagarre. C'étaient juste ses blessures qui s'étaient réouvertes. Son nez et sa lèvre avaient recommencé à saigner et son visage était couvert de sang. Il se leva et quitta la pièce. Il était logé dans une vaste demeure où chaque guerrier avait sa chambre. On n'aurait cependant pas pu parler de luxe. Le toit de bois était percé à plusieurs endroits et les murs de tôle isolaient peu de la température extérieure. Il descendit un escalier, jusqu'à une salle de séjour où plusieurs canapés déchirés encerclaient une petite table basse. Dans un coin, un billard avec 4 boules et une seule queue attendait sagement, tandis que des esclaves, de jeunes femmes pour la plupart, s'affairaient au nettoyage des débordements de la veille. Une rousse d'une quinzaine d'années approcha de Morgan et lui tendit une serviette et un seau d'eau. « Elle est potable, monsieur, dit-elle doucement en baissant les yeux. « C'est pour votre figure. » Morgan y plongea les mains et se frotta le visage. Un mélange de sang et d'eau coula dans sa barbe et sur ses vêtements avant qu'il ne prenne la serviette pour s'essuyer, se mouchant dedans au passage. Il remercia la jeune fille qui retourna au travail. 4 hommes entrèrent alors dans la salle et prirent place à une table. L'un d'eux sortit un paquet de cartes et se mit à les battre, tandis que les autres saluèrent point serré de la main. Il leur répondit d'un signe de tête et prit la direction de la sortie. « Hé !» l'interpella l'un des guerriers alors qu'il allait sortir. Morgan se retourna doucement, une pointe d'adrénaline piquant son estomac alors qu'il sentait les ennuis approcher. L'un des joueurs de cartes se leva et approcha de lui. « Tu vas pas sortir avec ces fringues, si ?» demanda-t-il. « Ça te posera un problème ?» répondit Morgan. « À moi non, à Harold par contre. T'as des vêtements sales et déchirés. Nous les guerriers on doit montrer l'exemple. Comment les gens auront peur de toi si t'as la dégaine d'un esclave ?» Morgan ne répondit pas. Visiblement, l'autre ne lui cherchait vraiment aucune querelle. « Viens avec moi. » Morgan déambulait dans les rues de soudure. Il avait revêtu les bottes de cuir lacées et renforcées semblables à celles des militaires d'autrefois, dans lesquelles rentrait le bas d'un jean délavé mais propre, d'où pendait une chaîne sur le côté droit. Le haut, simple, était composé d'un t-shirt noir et d'une veste de cuir perfecto typique des guerriers. Ses longs cheveux noirs tombaient de part et d'autre de son visage tuméfié duquel ressortait le bleu azur de ses yeux. Il ne ressemblait plus du tout à l'homme qui était entré dans la ville à peine quelques jours plus tôt. Soudure elle-même semblait avoir changé. Les regards menaçants et l'intimidation avaient fait place au sourire et au respect. On le saluait, on s'écartait de son chemin, on baissait les yeux. Harold n'est pas le seul à penser que les guerriers sont supérieurs aux autres, se dit-il. Les gens normaux aussi le pensent. Il retourna dans la première rue qu'il avait traversée à son arrivée. C'était là qu'était postée Emma. Il devait la voir et lui parler de l'avancée de son enquête. Et pourquoi pas la prendre pour une heure. Il la vit finalement, sur le bord de la route, Ronald avec elle. Comme à l'habitude du proxénète, l'homme engueulait copieusement l'esclave qui baissait les yeux sans rien dire. « T'espères vraiment que je vais continuer de te payer à bouffer si tu me rapportes pas un sou? Je devrais te taper dans une cave et attendre que tu crèves de faim, au moins je pourrais te vendre à un boucher !»« Pardon, » répondit Emma. Ronald sursauta, surpris par les excuses, puis gifla de toute sa force le visage de la prostituée. « Ne m'interromps pas quand je parle, esclave !» Morgan sentit une piqûre de colère embraser son corps lorsqu'il vit ce misérable proxénète lever la main sur elle. Il approcha. « Comment veux-tu qu'elle se trouve des clients si t'es là à hurler ?» demanda-t-il sans introduction. L'autre se calma immédiatement.
Là où, la veille, il aurait haussé le ton sur l'importun, il était maintenant visiblement intimidé par le nouveau statut de poing serré. Mais il retrouva vite sa contenance. Guerrier ou pas, l'autre n'était qu'un nouvel arrivant et il n'allait pas le laisser dicter sa loi. Surtout pas devant son esclave. « Je vous signale que cette femme est ma propriété et qu'elle ne m'a rien rapporté de la matinée. »« C'est peut-être ta propriété, mais elle m'est utile à plusieurs égards, » répondit Morgan. Et c'était vrai. Depuis son arrivée à Soudure, Emma l'avait guidé à chaque pas qu'il avait fait dans la ville. Elle savait tout ce que lui ne savait pas, et il avait besoin d'elle et de sa compréhension des lieux pour faire face aux manigances d'Harold et de Regan. « Je ne veux pas que tu l'abîmes, continua-t-il. Alors je ne veux plus entendre que tu as levé la main sur elle. »« Je le répète, elle est ma propriété, et j'ai tout droit sur elle, » répondit Ronald, sûr de lui. Sans qu'il s'y attende, il reçut une violente claque de la main de poing serré. Sous l'effet du choc, il recula d'un pas, alors que déjà sa joue le brûlait. « Ne m'interromps pas quand je parle, » souffla Morgan d'un ton menaçant, souriant intérieurement de l'ironie de la situation. L'autre ne sut pas comment réagir. On vit son visage devenir blême lorsque deux guerriers arrivèrent sur les lieux. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda l'un des deux. Ronald se mit à balbutier. « Eh bien, en fait... L'un des guerriers lui asséna un violent coup de poing à l'estomac. Le proxénète se tordit de douleur, tandis que l'autre guerrier passait dans son dos pour le ceinturer. L'homme face à lui le frappa plusieurs fois au visage et au ventre sous les regards de Morgan, Emma et des passants. Lorsque le passage à tabac fut terminé, Ronald tomba au sol, à quatre pattes, sombrant dans une violente toux teintée de nausée. L'un des guerriers s'accroupit devant lui, souriant avec cruauté. « J'en ai rien à foutre de tes explications. J'en ai rien à foutre de ce qui s'est passé. Si un guerrier te dit de faire quelque chose, tu fermes ta gueule et t'obéis. Tu as un problème avec poing serré? Alors tu as un problème avec nous tous. Et avec Harold. Tu veux avoir un problème avec Harold ?» Sans prononcer un mot, l'autre secoua la tête, reprenant petit à petit son souffle. Le guerrier se releva ensuite, et avant de partir, glissa quelques mots à voix basse à l'oreille de Morgan. « Tu es nouveau, alors je ne dirai rien, mais la prochaine fois sois plus direct. On ne se fait pas obéir avec des demi-mesures. » Puis il recula son visage et observa poing serré. Ce dernier lui fit un signe de tête pour signifier qu'il avait compris le message. L'autre lui fit une tape amicale sur l'épaule et reprit sa patrouille avec son équipier. Morgan se tourna vers Emma. « Tu viens avec moi, je dois te parler. » La jeune esclave se montra hésitante. Elle observait Ronald, apeuré, craignant la réaction de son maître si elle partait maintenant. « Ne t'inquiète pas, la rassura Morgan dans un demi-sourire. Je suis certain que tu as son autorisation. » Puis, se tournant vers le proxénète. « N'est-ce pas, Ronald? Tu ne vas pas t'opposer à ce qu'on y aille ?»« Non, » balbutia-t-il. « Parfait. » Il se mit en route, suivi par une Emma toujours hésitante mais non réticente. « C'est pour ça que tu t'es retrouvé dans l'arène hier soir ?» demanda Emma, couchée nue à côté de Morgan dans la chambre de chez Irma. « Oui, c'était une manigance de Regan. Tu es venu me voir combattre ?»« Non, c'était mon tour de m'occuper de Ronald hier soir. » Morgan se sentit piqué au vif. « Cet homme est un porc, pensa-t-il. »« Mais on me l'a raconté, continua-t-elle d'un ton flatteur. Poing serré qui fait face seul contre 3 hommes et qui se montre si impressionnant qu'Harold Rogers lui-même arrête l'exécution pour en faire un guerrier. » Ça aussi, c'était une manigance, expliqua Morgan avec franchise. Regan avait fait droguer mes adversaires. Les autres guerriers la pensent inoffensive et ne prêtent pas attention à elle, mais en vérité, elle est bien plus redoutable qu'Harold. Elle a l'air de tout savoir sur tout, d'avoir la main mise sur tous les secrets de soudure. Là où Harold ne se préoccupe que des guerriers, j'ai l'impression qu'elle a un réseau d'informateurs étalé sur toute la ville. Et grâce à moi aujourd'hui, jusque dans les guerriers fidèles à Harold. « Et c'est ce que tu comptes faire? Servir d'espion pour elle ?» demanda Emma. « Je n'en sais rien. Pour le moment, je veux juste retrouver Karl, et pour ça, son aide sera précieuse. Je ne suis en revanche pas persuadé d'avoir vraiment besoin d'elle. Je pourrais aussi intégrer les pillards. » Emma lui sourit. « Et lorsque tu seras un guerrier de l'élite, j'espère qu'un peu de ta gloire jaillira sur moi, plaisanta-t-elle. Ça te changera de ce que je fais jaillir sur toi d'habitude. » Elle éclata de rire en le bousculant amicalement. « T'es horrible, poing serré !» Pour la toute première fois, les deux rirent ensemble. Ni l'un ni l'autre ne pensait à la gravité du geste d'Emma. Elle, une esclave, venait de bousculer un guerrier, un patrouilleur. Pourtant, tous deux riaient de bon cœur, insouciants pour la première fois depuis trop longtemps. Morgan reprit finalement son sérieux. « Regan veut abolir l'esclavage, expliqua-t-il. Que tous les habitants de Soudure soient égaux.
Emma pouffa de rire. N'importe quoi, comme si on pouvait changer la nature du monde et des gens. Morgane posa sur elle le regard interrogateur. Si certains sont nés pour être des guerriers, c'est logique que d'autres soient nés pour être des esclaves, continua-t-elle. C'est comme ça que les choses fonctionnent, et ça, elle ne pourra pas le changer. Morgane repensa aux paroles d'Harold. Ils acceptent leur sort, se soumettent aux règles que des gens comme nous imposent sans se rebeller. C'est leur nature. Ils n'imaginent même pas que leur vie pourrait être différente tant ils se complaisent de la soumission. « Tu acceptes ton sort ?» demanda-t-il, espérant qu'Emma donne tort au discours qui résonnait en lui. « Tu ne voudrais pas être libre ?»« Et j'en ferai quoi de ma liberté ?» répondit-elle. « Je suis une femme. Sans la protection d'un maître, ne donne pas 3 jours aux gens pour m'enfermer dans une cave et faire de moi ce qu'ils veulent. Libère-moi et d'autres me feront esclave. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Il en va de même pour Regan. N'écoute pas ces conneries. » Comment ça, il en va de même pour elle? Tu sais combien d'hommes à soudure sont esclaves par rapport à combien de femmes? Crois-moi, on est bien plus nombreuses. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il y a plus de porcs comme Ronald chez les hommes, répondit Morgane sans cacher son impatience face aux paroles d'Emma. Parce que c'est dans la nature de la femme de se soumettre à l'homme. On ne pourrait pas procréer aussi efficacement si les femmes pouvaient dire non. Alors la nature nous a rendus dociles. Il en va de même pour Regan. Mais Morgane refusait d'y croire. Tu répètes juste ce qu'on t'a appris à dire dans ton enfance d'esclave. Un instant de silence passa. Pourquoi? Demanda finalement Emma. Pourquoi ça te dérange que j'accepte mon sort? Morgane prit plusieurs secondes pour réfléchir à la tournure de sa réponse. Parce que tu donnes raison à Harold, et que personne ne devrait accepter d'avoir sa vie dictée par les lois de gens comme lui, comme Ronald ou comme Karl. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis que Morgane Pointserré avait rejoint les rangs des guerriers. Son quotidien se faisait au rythme des patrouilles, des commerçants intimidés et des soirées à boire. Il lui arrivait d'aller voir Emma. Étrangement, Ronald semblait être moins sur son dos depuis que Morgane était au service d'Harold. Le blond empoté était d'ailleurs bien plus courtois avec lui qu'à son arrivée à Soudure. Un matin, il fut accosté par un garde alors qu'il sortait du baraquement. « Pointserré !» l'appela-t-il. Morgane s'avança vers lui. « Harold veut te voir !» déclara le garde. « Il veut quoi ?» demanda l'interpellé. « J'en sais foutre rien !» répondit l'autre. « J'ai une gueule à être sa putain de secrétaire !»« J'en sais rien, c'est bien toi qui l'envoie donner ces messages, non ?» L'autre grimaça. « Continue de faire de l'esprit, je serais ravi de te voir passer à tabac parce que t'as traîné quand il t'appelait. » Morgane comprit le message et se mit en route. Il approcha de la demeure d'Harold, alors que celui-ci sortait. Le chef des guerriers vint à la recrue sans rien dire et l'attrapa par le menton pour observer son visage. Perplexe, Morgane le laissa faire. « Bien, tes blessures au visage n'ont pas encore tout à fait disparu, mais on les voit toujours. » Il lâcha le guerrier qui lui renvoya un regard plein de questions. « Tu pars pour ta première patrouille dans 1 heure, expliqua Harold comme on donnait un ordre. « Alors prépare-toi. »« Quel rapport avec mon visage ?» demanda Morgane. « C'est jour de récolte. Tu vas aller récupérer l'impôt des fermes avoisinantes avec le groupe de Ferry. J'ai besoin de gars avec la gueule cassée, histoire de montrer qu'on n'hésitera pas à les bousculer un peu. Mais faut pas non plus envoyer des blessés, ça nous ferait passer pour des faibles. »« Mais je vois. J'ai un truc à faire et je me mets en route. »« T'as pas écouté ce que j'ai dit ?» le reprit Harold plus agressivement. « Tu pars dans 1 heure, alors t'oublies ce que t'as à faire. T'iras baiser la pute de Ronald à ton retour. C'est clair ?» Morgane serra les poings, mais il était sous les ordres d'Harold, alors il devait obéir. Se montrer réactif et motivé faisait partie des conditions pour devenir pillard et retrouver Karl. « Très bien, j'imagine que je le retrouve au garage ?»« C'est exact. » Et Morgane se dirigea vers le garage où on entretenait les véhicules entre 2 départs. C'était un endroit plus crasseux et poussiéreux encore que le reste de Soudure, et les effluves de vieilles huiles et d'essence prenaient au nez plus encore que n'importe où ailleurs. Une vingtaine d'hommes de tous âges s'affairaient autour de 5 voitures brunies par l'oxydation et couvertes de bosses, les vitres retirées depuis longtemps. 2 d'entre elles avaient une coupe sportive et étaient décorées de pics et de taches de sang séchées mêlées à la rouille. Les 3 autres, aux formes plus rondes, n'avaient pas de défense mais permettaient de transporter plus de guerriers. Morgane ne comprenait rien aux travaux effectués par les patrouilleurs qui semblaient tous être rompus aux arts de la mécanique. Ils criaient dans tous les sens par-dessus la musique, dans un jargon dont Pointserré ne comprenait pas 1 mot sur 3, et s'envoyaient des outils dont ils ne connaissaient pas l'utilité. Tout cela avait l'air naturel pour eux. Perdu dans cette animation, Morgane prit le temps d'écouter la musique, seul repère auquel se raccrocher.
Un homme d'une trentaine d'années, aux cheveux bruns mi-longs et à la barbe courte mais abondante, arriva devant lui. « Tes poings serrés, c'est ça ?» Morgan hocha la tête alors que l'autre lui tendait la main pour qu'il la serre. « Moi, c'est Xavier Ferry. Je suis ton chef d'unité. Tu t'y connais en mécanique ?»« Non, » répondit franchement le nouveau patrouilleur. « Harold m'a envoyé ici parce que je connais le monde extérieur. »« Il t'a surtout envoyé pour ta gueule de tueur, » reprit Xavier en ricanant. « Par contre, depuis le temps que tu sais que t'es patrouilleur, comment ça se fait que t'es jamais venu ici? Tu crois que c'est ta mère qui va s'occuper des bagnoles ?» Morgan ne répondit rien. « Si tu veux être des nôtres, va falloir que t'apprennes comment on entretient un moteur. On va pas te tenir la queue quand tu pisses, compris ?»« J'apprendrai, » répondit enfin Poinserré. « Mais comme je te l'ai dit, je suis surtout ici parce que je connais l'extérieur. »« Ouais, on connaît tous l'extérieur ici. Je suis certain que t'as fait des trucs pas beaux à voir pour survivre quand tu vivais dehors et que tu crois que ça te rend dur. Mais crois-moi, il y a une nette différence entre faire un truc sale quand t'as pas le choix et le faire quand tu pourrais faire autrement. Si t'as les tripes pour être patrouilleur, tu feras des crapuleries, mais pas pour survivre, non. Juste parce que moi je te l'aurais ordonné, on se comprend ? » C'est bien compris. En vérité, Morgan était encore loin de comprendre ce que cela pouvait impliquer. On verra ça sur le terrain. Xavier se décala sur le côté et pointa du doigt un jeune homme de 19 ou 20 ans, au crâne rasé et au corps couvert de tatouages dont certains étaient enflés par l'infection et qui travaillait sur un moteur, hochant la tête au rythme de la musique. « C'est Clash, ton pilote. Il est sous mes ordres et toi, tu es sous les siens. Vas-y. » Morgan quitta Ferry et s'approcha du jeune, son orgueil meurtri par le fait d'être ainsi placé sous un type à peine sorti de l'adolescence. Le pilote se retourna soudainement sur Morgan, dévoilant un regard agressif aux pupilles totalement dilatées. Ses gestes étaient brusques et saccadés, et les mimiques de son visage étaient parcourues de petits soubresauts irréguliers. « T'entends la musique, Poinserré ?» demanda-t-il sèchement. Morgan hocha la tête. Par un réflexe inné, il garda les yeux légèrement baissés, mal à l'aise face à l'attitude chaotique du pilote. « Cette musique, ça veut dire que chez les patrouilleurs, on est des hommes, des vrais. T'es pas un gay, hein ?»« Un quoi ?»« Un gay, un homo, un type qui se fait prendre le cul dans des partouzes. Je peux pas les piffer avec leurs accouplements contre nature. Alors, t'es gay ou pas ?» Morgan savait de quoi parlait le pilote. Il n'avait jamais bien compris pourquoi et comment des hommes pouvaient être attirés par d'autres hommes. Par contre, après toutes les choses atroces qu'il avait vues dans sa vie, il comprenait encore moins pourquoi certains considéraient cela comme un crime. « T'inquiète pas, reprit Morgan, je suis pas comme ça. » L'autre lui rendit un large sourire. « Alors on va s'entendre. » Les 5 véhicules rafistolés roulaient à toute allure sur le sable du désert. Le vent chassé dans l'habitacle qui n'était protégé par aucun pare-brise laissait entrer des poignées de sable dont les occupants se protégeaient par des lunettes étanches et des masques de tissu. Le voyage était inconfortable, plus encore par le hurlement de l'incessante rafale de vent sablonneux qui courait sur le visage encrassé des patrouilleurs que par le fait qu'ils étaient près de 10 dans un véhicule prévu pour 5 personnes. Certains étaient assis sur le rebord des fenêtres ouvertes, le corps entier hors de l'habitacle, secoué par les imperfections de cette route qui n'en était pas une, se tenant fermement à des sangles pour ne pas tomber durant les quelques heures de ce voyage. En avant, le véhicule de Xavier menait le reste du convoi et de sa trentaine de guerriers des routes. Les 4 autres voitures chaotiques suivaient dans une formation en pointe de flèche. Le voyage dura 2 interminables heures, avant d'arriver en vue de la première ferme où le groupe devait récolter l'impôt. Morgan ne savait pas par quel miracle ces endroits parvenaient à faire pousser quoi que ce soit. Des puits faits à partir d'une machinerie énigmatique dont personne ne semblait vraiment comprendre le fonctionnement permettaient de récolter juste assez d'eau pour une petite famille et quelques plants de légumes. Un village de 30 habitants n'aurait pas pu survivre. C'est pour ça que ce genre d'endroit ne se développait jamais réellement. D'un autre côté, ces fermes n'étaient pas un intérêt, mais une réelle nécessité. Donc les plus grosses communautés préféraient les imposer que les mettre à sac. Ceci dit, la vie de paysan restait difficile et dangereuse, aussi loin de la civilisation. La voiture commença à ralentir à l'approche des lieux, alors qu'un couple sortait de la petite maison, visiblement nerveux, posant devant eux une caisse de provisions. Morgan sentit ses jambes craquer alors qu'il s'extirpait du véhicule, retirant avec bonheur son masque et ses lunettes, se frottant le visage pour s'en retirer tout le sable. Xavier approcha de l'homme, ses poings serrés dans des gants de cuir. « Duncan, tu n'as rien récolté de plus ?» demanda-t-il sur un ton transpirant d'intimidation malgré son calme. Morgan entendit Clash ricaner à côté de lui. « Désolé, monsieur Ferry, balbutia l'autre. Le chef de patrouille lui envoya immédiatement un violent coup de poing qui fit tomber l'autre à la renverse. Le
La femme s'interposa, un regard terrifiant suppliant Xavier. 3 hommes avancèrent, elle recula par réflexe. Tu récoltes facilement le triple normalement, continua Xavier sans prêter attention à la fermière. On a bien tout récolté, expliqua le mater, mort de peur. Mais on a été attaqué par les gars de charbonnage. Attaqué, tu dis? Xavier contourna la femme qui se fit bousculer par 2 patrouilleurs pour qu'elle ne reste pas sur le chemin du chef. Morgan observait la scène sans dire un mot. Il sentait la colère monter en lui, mais réagir lui était interdit s'il voulait retrouver Karl. Et puis il ne savait rien de cette famille, pourquoi aurait-il pris leur défense? Arrivé au niveau du fermier, Xavier le frappa d'un violent coup de pied à l'estomac. Si Charbonnage vous avait attaqué, vous seriez tous morts. Ils ont tout pris et sont partis, intervint la femme. Xavier se tourna vers elle. Ils étaient plus de 100, continua-t-elle. Ils ont dit qu'ils raseraient la ferme si on ne leur payait pas l'impôt. On a juste voulu protéger un maximum de vivres pour qu'il reste quelque chose pour Rogers. Le chef de patrouille baissa les yeux. Quel âge a ta plus jeune fille? Demanda-t-il. 9 ans, répondit la fermière. Bien. Fais sortir toute la famille sauf elle. Elle hésita. Un homme la frappa. Le fermier, toujours au sol, agrippa la jambe de Xavier, qui lui décocha un coup de pied en pleine mâchoire. « Arrêtez !» supplia la fermière qui venait d'être frappée. « Je vais le faire !» Le visage fermé et crispé d'une mère qui retenait ses larmes, elle prit le chemin de la maison. Morgan n'était pas sûr de comprendre pourquoi elle avait fini par obéir. Mais c'était comme ça dans le désert. Les esclaves étaient tellement habitués à cet état de fait qu'ils ne pensaient plus à se libérer, il en allait de même pour les fermiers. Il fallait obéir à celui qui portait le flingue. Lorsque les 8 enfants furent sortis, Xavier approcha de Morgan et lui tendit un couteau. « Entre dans la maison et bute cette gamine. »« Réfléchis une minute, » s'insurgea Poinserré. « Ils savent ce qu'ils risquent en refusant de payer. Tu crois réellement qu'ils sont prêts à sacrifier leur fille pour un peu de bouffe? Charbonnage est sûrement réellement derrière cette attaque. »« Je sais, » répondit Xavier. « Duncan est un très bon payeur et pas du genre à essayer de nous arnaquer. S'il paye pas, c'est qu'il ne le peut pas. » Morgan écarquilla les yeux. « Mais alors pourquoi tu vas quand même tuer la fille ?»« Parce que si on le fait pas, si ça arrive aux oreilles des autres fermes que s'ils disent que Charbonnage les a attaqués, ils peuvent ne pas payer d'impôts, alors d'autres mentiront, même si ceux-ci disent la vérité. » Il tendit ensuite son couteau à Morgan. « Je vais pas faire ça, demande à quelqu'un d'autre, je viens de te dire que je les croyais. » C'est justement parce que tu les crois que je veux que tu le fasses. Je te l'ai dit au garage, tu vas te salir les mains, mais pas pour survivre, juste parce que moi j'en aurais donné l'ordre. Sinon, c'est que t'as pas les tripes pour être patrouilleur. Morgan prit le couteau et s'avança vers la maison. Derrière lui, il entendait les pleurs des parents se mêler aux rires de ses compagnons. Il tremblait, ses oreilles bourdonnaient alors que son corps entier hurlait et le suppliait de ne pas faire ça. Il entra dans la maison où l'attendait une fillette blonde et maigrichonne, assise sur une chaise, essayant sans y parvenir de retenir ses larmes qui coulaient dans un sanglot guttural. Morgan avait la gorge nouée. Il avait déjà tué, souvent. Mais maintenant, les paroles de Xavier prenaient un sens. Crois-moi, il y a une nette différence entre faire un truc sale quand t'as pas le choix et le faire quand tu pourrais faire autrement. La fillette leva les yeux sur lui. Il sentit des larmes monter aux siens. Il posa une main sur la tête de la petite fille. « Regarde de l'autre côté, » ordonna-t-il. De sa main, il la força à tourner la tête alors que les pleurs de l'enfant s'intensifiaient, et il la fit pencher pour dévoiler son cou. Morgan tremblait en portant le couteau jusqu'à son artère gonflée. Il hésita un moment. Lui-même aurait été incapable de dire s'il fut long ou court. Puis l'image de Boiteux apparut devant lui. Il serrait les dents alors qu'il sentait des larmes couler le long de ses joues comme sur celles de la petite condamnée. Tout en lui refusait de commettre ce geste. Tout en lui hurlait de poser le couteau et d'emmener la fillette le plus loin possible. Mais Boiteux aussi aurait mérité de vivre. Plus que Ferry, plus que Poinserré lui-même. Plus que cette gamine. Je dois trouver Karl. Il baissa la tête pour ne pas voir son geste, et trancha l'artère. La jeune fille ne hurla pas. Du sang gicla de la plaie sur la table devant laquelle elle était assise. Elle tomba de la chaise, toussa, extirpant une nouvelle giclure de sang de sa bouche, alors que la plaie saignait abondamment. Morgan paniqua, ne sachant pas comment réagir. Elle se vidait de son sang en comprimant la plaie de sa main trop petite pour empêcher l'hémoglobine de couler entre ses doigts. Elle semblait perdre ses forces petit à petit, alors que son visage blêmissait sous le regard horrifié du meurtrier. Cela dura de longues minutes d'agonie, avant que sa respiration noyée dans le sang finisse par cesser. Poinserré resta sans bouger, regardant le petit corps au regard figé être secoué de spasmes. Lorsque tout fut fini,
il fut surpris par une nausée qu'il n'aurait pas pu réprimer. En vitesse, il se retourna et accourut vers un coin de la pièce où il se mit à vomir. Il cracha bruyamment un amas de grumeaux, mélange entre son repas du matin et une infecte bile poisseuse. Le corps crispé par les nausées, le visage déformé par les sanglots, les poings serrés frappant le mur, son estomac déjà vidé continuait de se contorsionner pour le forcer à cracher une infecte bouillie jaunâtre. Il se forçait à penser à Boiteux. Il se forçait à penser que tout ça c'était pour lui, que c'était nécessaire, qu'il n'avait pas eu le choix. Mais malgré tous ses efforts, il ne parvenait pas à s'en convaincre. Il finit par sortir de la maison pour trouver la famille éplorée, entourée par le reste des patrouilleurs. Clash se dressa devant lui avec un air enjoué. « Alors, la gamine est morte ?» Sans rien dire, Morgan hocha la tête. « Parfait !» s'écria le jeune homme qui passa derrière Point Serré pour entrer dans la maison, en défaisant la ceinture de son pantalon qu'il baissait déjà. Évitant autant les regards implorants de la famille que ceux amusés de ses compagnons, il rejoignit la voiture, mais Xavier l'interpella. « Tu montes avec moi, Point Serré !» Les deux hommes avancèrent vers le véhicule du chef de patrouille. Morgan s'assit côté passager, alors que Ferry prenait le volant. À l'extérieur, les autres attendaient sans bouger, ayant compris que leur chef voulait parler à Point Serré. Sans rien dire, le patrouilleur plongea une main dans sa poche et en sortit une feuille de papier qu'il déplia, avant de la tendre à Morgan qui s'en saisit. C'était un dessin, la silhouette d'une main d'enfant. « C'est la main de ma fille, » expliqua Xavier. « Elle a mis sa paume dans de la suie et a collé ça sur le papier. Je la garde avec moi en patrouille pour pas oublier ce qui est important. » Sans rien dire, sans même un regard, Morgan rendit la feuille à son propriétaire qui la plia soigneusement pour la remettre dans sa poche. « Dis-moi, Point Serré, tu sais ce qui va arriver si je ne fais pas ce que j'ai à faire ici ?» L'autre ne répondit pas. « Si je perds mon poste de patrouilleur, si je me fais virer des guerriers et que je perds leur soutien, plus personne pourra protéger ma gamine. N'importe qui pourra venir me la prendre et la vendre aux enchères après m'avoir ouvert le bide. Elle vient d'avoir 11 ans, l'âge parfait pour devenir le jouet d'une merde comme Clash. » Morgan releva les yeux vers Xavier. Il commençait à comprendre. « On doit faire ce qui doit être fait, » continua le chef. « Alors demande-toi pour qui ou pourquoi tu fais ça et tu verras que ce sera plus facile. Sinon, si t'as pas les tripes, rentre à soudure et fais-toi ouvrir le bide. Alors, Point Serré, tu vas trouver une bonne raison ou pas ?» L'espace d'un instant, le visage d'Emma apparut devant Morgan, aussitôt parti en fumée pour laisser place à la voiture crasseuse dans laquelle ils étaient. « Je veux devenir un pillard, » répondit-il. L'autre soupira. « Tu sais pas de quoi tu parles. Si t'as égorgé cette gamine parce que tu étais obligé, t'as pas ce qu'il faut pour être un pillard. » Regardant la ferme, ils virent Clash sortir de la maison, l'air invraisemblablement satisfait, les vêtements débraillés et des taches de sang couvrant son torse. Lui, un jour, il deviendra un pillard. Lui, il a ce qu'il faut. Le chemin vers la ferme suivante sembla interminable. Le véhicule abîmé était secoué par les imperfections d'une route cabossée, alors que le moteur à nu hurlait plus encore que le vent qui s'engouffrait dans l'habitacle, faisant entrer le sable qui frappait les visages des guerriers réduits au silence. Morgan n'aurait rien dit, même si le risque d'avaler la poussière n'avait pas été présent. Lui aussi était cabossé, et sa route serait secouée et silencieuse. Mais comme cette voiture, il n'avait pas d'autre choix que d'aller jusqu'au bout du chemin. S'il s'arrêtait, il crèverait seul, au milieu du désert. Ça aussi, finalement, c'était le bout du chemin. L'un des patrouilleurs finit par le bousculer du coude, comme pour attirer son attention. Il releva les yeux vers son collègue qui pointa du doigt une colonne de fumée s'élevée entre deux collines, plus loin. Après quoi, toujours sans rien dire, le guerrier montra son arme à Point Serré et tira sur la culasse. Morgan comprit le message. Les ennuis arrivaient et il fallait qu'il se tienne prêt. Il empoigna fermement le couteau que lui avait confié Xavier. Il était prêt. Le convoi changea de formation, une voiture accélérant pour partir devant, voir de quoi il retournait. Mais après quelques minutes, les patrouilleurs arrivèrent en vue de la ferme incendiée. Les flammes commençaient à s'étouffer, laissant les quelques planches de bois noircies qui restaient du bâtiment s'effondrer petit à petit au fur et à mesure que les flammes dévoraient la ferme. Les voitures rejoignirent celles parties en éclaireur et s'arrêtèrent. Ferry mit pied à terre, aussitôt rejoint par le pilote prêt à faire son rapport. « Tout a été brûlé, il ne reste rien des récoltes, » expliqua-t-il de façon pragmatique. « On n'a retrouvé que les cadavres des hommes, les femmes ont sûrement été emmenées. J'ai aussi trouvé ça, je l'ai décroché immédiatement.
L'homme tendit une étoffe au chef de patrouille dont la mine devint sombre. C'est la bannière de la famille Feuerstein, commenta Ferry. Morgan approcha. C'est qui, les Feuerstein demanda-t-il. La famille à la tête de charbonnage. Si c'est un de leurs membres qui conduit la troupe qui est passée ici et qu'ils ont laissé leur bannière, c'est que c'est pas un simple pillage. Là, c'est une déclaration de guerre. La femme de Duncan a dit qu'ils étaient plus de 100, intervint un patrouilleur. On va avoir besoin de plus qu'une troupe comme la nôtre pour les affronter. Donc elle a dit la vérité, reprit Morgan. Ferry décrocha son regard de la bannière pour le poser sur le nouveau. Je le sais, ça, merci. Tu as d'autres observations à faire? Morgan fit un pas en avant, serrant les poings. Ça veut dire que j'ai tué leur gamine pour rien, gronda-t-il. Pas pour rien, je te l'ai déjà expliqué. Mais on leur donne le choix entre nous qui tuons leurs gosses s'ils ne résistent pas et Charbonnage qui les massacre s'ils résistent. C'est pas nous qui leur donnons ce choix, et rétorqua Ferry en posant son poing et tenant la bannière contre le torse de Morgan qui ne bronchait pas. C'est Charbonnage qui le leur donne, et les fermiers choisissent. Perdre une fille, c'est toujours mieux que de voir sa ferme rasée, tu crois pas? Les deux hommes se toisaient alors que le reste de la troupe reculait pour leur laisser de la place si un affrontement devait avoir lieu. J'ai tué une gamine innocente, grogna encore Point Serré. T'as tué des tas de gens bien, même dans l'arène. Si ça avait pas été une gosse, t'en aurais rien eu à foutre de l'avoir tuée. Morgan recula d'un pas, les dents serrées, les yeux baissés, perdu, à court d'arguments face à ses propres émotions. Danny, tu rentres à Soudure faire un rapport à Rogers, ordonna le chef de patrouille. Les autres, on continue la tournée. Puis il fit un pas vers Morgan. Toi, tu pars avec Danny. Je ferai savoir à Harold que t'as pas ce qu'il faut pour être des nôtres. Tu seras incorporé à la garde et sois content que je te fasse pas virer des guerriers. La troupe se mit aussitôt en mouvement alors que Morgan restait pétrifié. Il ne s'était jamais, jusqu'alors, demandé où se situaient ses limites. Seul sur les routes du désert, mieux valait ne pas en avoir. Il ne comprit réellement où elles étaient que lorsqu'il fut forcé de les dépasser, alors que revenir en arrière n'était plus possible. « Point serré, tu te grouilles » l'appela une voix sortie du néant. Il se ressaisit et approcha de la voiture à côté de laquelle se tenait Danny. Ils allaient rentrer à Soudure et remettre à Sergueï et à son fils la déclaration de guerre de Charbonnage. Il allait partir se battre et la seule chose qu'il se demandait, c'était s'il avait encore une limite, ou s'il avait définitivement basculé du côté des bêtes sauvages. Fin du chapitre 4.